afternoon. Good afternoon, everyone. Please take a seat. We're in just a second. J'espère que vous avez tous eu un déjeuner délicieux. Donc, nous sommes heureux, ou je suis heureux de vous voir ici. Donc, la première séance plénière dans cet afternoon et le sort du patrimoine culturel après les conflits. Et donc, permettez-moi d'inviter à la tribune le Dr Mounir Bouchaki. Bon après-midi, mesdames et messieurs. Donc, cette occasion unique de se réunir et de tenir cette séance plénière riche en informations et aussi pour élaborer notre vision sur la conservation du patrimoine culturel. Moi, je suis responsable de parler sur de la conservation du patrimoine après et aussi donc j'appelle donc le secrétaire général et le directeur ancien directeur de la Caixa de Barcelone. Et aussi, on a 50 ans de travail, 15 ans de travail. Donc, et Maya Kominko, elle est la directrice du programme des scientifiques et des programmes à Alif. Aussi, je ne peux pas dire que on a chaque semaine des échanges et le travail est toujours assuré pour le suivi et des programmes avec Alif et Dr Sarkis Khouri, qui est le directeur général des antiquités qui vient du Liban. Un autre collègue et ami avec qui j'étais en mission récemment et malheureusement, après les conséquences qu'on a parlé, après cette présentation malheureuse qui a été délivrée par la directrice du département d'héritage et à l'université EUB, et aussi un autre collègue. Nous nous connaissons depuis bien longtemps, Ms. Christa Picard, directrice de l'entité de la culture et des urgences, secteur de la culture à l'UNESCO. Et notre ami, Mr. Yves Hubelman, l'architecte Hubelman, il est le directeur général de l'organisation startup, de la société startup Econem. Et enfin, mon ami Evaglos Kyriakis, qui est directeur aussi du musée, de l'architecture et du projet en Grèce. Et ce qu'on va discuter cet après-midi est le résultat du l'earthquake qui a touché la Syrie et la Turquie. Et donc, au lieu de présenter toutes les présentations
l'une après l'autre. Ce sera un peu marrant. Donc, on va commencer par demander les questions. Euh, et après donc à l'aube des séismes qui a frappé la Turquie et la Syrie. Donc, je crois que, comme vous avez proposé, on va euh, parler des idées et les discuter. Donc, la première question est combien savons-nous sur sur les pertes et les ruines causées par le séisme et quelle est la différence au niveau de la situation politique dans 4 régions au moins, non pas 2, mais 4, et comment cette atmosphère ou cette ambiance politique euh, met de l'effet sur l'héritage. On va parler de la Turquie, de la Syrie et d'autres régions en Syrie. Et on a aussi des gens qui connaissent à propos de ces régions. Donc, c'est une ligne comme c'est la géographie de l'Est. Eh bien, donc, nous sommes un peu on connaît bien la situation là-bas. Donc, nous, à Alif, on coopère avec Alif. Depuis le séisme, on a passé beaucoup de communication avec Alif. Et il y a bien des leçons dont on a tiré des matériels, des renseignements qu'on a reçus du terrain. Un peu, comme on dit, le- I mean, la vérité est simple et que il faut un peu parler avec les gens et pour pouvoir commencer à, à considérer comment protéger les monuments et l'héritage. Bernard Field, le directeur de ICOM, comme l'a nommé. Donc, euh, euh, ceux qui n'ont pas été touchés, ceux qui n'ont pas été touchés par la guerre, et qui ont résisté ou survécu la crise, voilà, qui ne requiert pas ou qui ne demande pas ou qui n'ont pas besoin de restauration immédiate. Donc, aussi, au milieu du souk, en Turquie, il y a bien un bâtiment qui est resté intact, alors que les autres bâtiments sont tombés en ruine. Donc, on a comme notre méthode d'action et on s'est assuré que ces pièces qui n'ont pas tombé, on s'est assuré qu'ils étaient bien soutenus. Et ce qu'on a observé à l'époque, il y a bien des importants monuments qui n'ont reçu aucun soin depuis la guerre et qui ont besoin d'une construction, des besoins de construction immédiate. Nous, on n'avait pas des informations ou des renseignements sur des régions en Syrie comme Idlib, qui est à l'extérieur du contrôle du gouvernement central. Et il y a aussi des biens questions qu'on peut discuter toujours et comment les opérations de secours peuvent être organisées quand le gouvernement est indifférent et ou qui a l'attention portée sur d'autres niveaux de secours. Euh, je vous encourage de mener une discussion entre nous plutôt que lire des discours ou citer des longs discours. Et je vous rappelle aussi à BAM où l'UNESCO a tenu une réunion et, et il y a aussi à BAM où le séisme était de force de 7 points quelque chose et où
Et le séisme aussi au Caire, qui a aussi affecté le musée copte et d'autres monuments. À Pila aussi, en Rome, au Aquila, où aussi le séisme a été très fort. Donc, on a déjà été confrontés à des crises graves, mais il faut donc penser quelles sont ces crises et quelles sont les parties prenantes dans la restauration ou la réponse, comme Aga Khan, comme Alif et d'autres fondations. Que peut-il apporter en termes de réponse? Mohamed, si vous voulez, vous pouvez parler en français ou anglais. Si vous veuillez nous donner, qu'est-ce que vous connaissez de ces places en Syrie où le séisme a frappé, a détruit plusieurs musées et monuments? Merci. Je ne sais pas si mes collègues, les techniciens qui peuvent lancer une vidéo qui doit être prêt. Est-ce que c'est possible de lancer la vidéo? Non. On sera de retour. Donc, votre opinion sur ce que vous avez vu depuis le jour après le séisme. On a été contacté par Alif et pour nous demander sur la situation sur le terrain, et on a immédiatement commencé à observer ce qui s'est passé et les effets sur quelques sites historiques. Et dans le nord de la Syrie, il y a quelques monuments et quelques sites, mais plusieurs d'entre eux, les sites existants n'ont pas été affectés. Et ils étaient loin de l'épicentre donc l'épicentre était en Antalya, en Turquie. Et oui, à la région Kunda Maraş. La première séisme a pris place à Maraş. Mais c'est un peu la ligne de 500 km d'Arbakir à Maraş. Il y a cette distance de 500 km. Donc, dans le nord de la Syrie, deux monuments principaux, à Jaffa et Ben Najm. Et ce sont deux parmi les monuments principaux dont les gens visitent et ils sont très importants pour les communautés locaux. Et l'un a été déstabilisé et affecté grièvement, alors que le Qasr al-Jaber aussi, et on a dû mener des interventions pour le stabiliser, mais le premier qui est le plus affecté, il demande une intervention urgente, et quelques monuments ont été déstabilisés en Jaka City, les murs, les Kalavana, au milieu de Raqqa, mais le gouvernorat de Raqqa. Donc, mais heureusement, les effets sont moins forts ou moins périlleux que ceux ailleurs. Et donc, il demande toujours une intervention pour consolider leur fondation et les maintenir. Donc, on va élaborer des propositions et les soumettre à Alif. Donc, quelles sont les différences entre les deux sites?
Les deux ont été bâtis dans le 50e et le 60e centenaire, le 5e et le 6e centenaire. Et leur importance, c'est qu'ils sont liés, ils sont les symboles des pays, de la population du Nord et importants pour les communautés locales. Et maintenant, ils ne sont pas ouverts au public parce qu'il y a des risques de chute des pierres ou des pièces de ce monument. On a lu et vu dans les médias les effets du séisme. Aussi, le séisme aussi a touché le Liban. Je vous demande à Monsieur le Dr Sakis, est-ce que vous avez senti le séisme et où? Le, Tous les Libanais ont senti 60 secondes de tremblement de terre. Et la première minute, on ne connaît pas ce qui se passe hors du Liban. Alors, on a cru qu'il y a un tremblement de terre au Liban. La magnitude était de 4,5 au niveau Richter. Alors, le premier sentiment, on ne veut pas reprendre de nouveau l'expérience de 4 août après l'explosion de Beyrouth. Durant ces 60 secondes, ma tête était ce qui se passe à Tripoli, par exemple, dans la ville historique de Tripoli ou dans la ville historique de Saïda. Ce sont des villes classées sur la liste du patrimoine libanais et Tripoli sur la liste du patrimoine, sur la liste indicative du patrimoine mondial. Alors, ultérieurement, on a connu qu'une catastrophe se passe en Syrie et en Turquie. Bien sûr, le Liban a connu des tremblements de terre historiques. Le dernier était vers les années 1200 et quelques. Et d'après l'histoire, on a connu que chaque 800 à 1000 ans, il y a un séisme qui est dévastateur qui se passe. Et nous sommes dans la période dangereuse. Par rapport à nous, il faut être préparé à la crise et à l'urgence. C'est le quotidien au Liban. Pour cela, on a travaillé en 2018 sur les bâtiments instables à Tripoli. On a préparé une liste. Il y a plus que 300 bâtiments qui risquent d'être effondrés. Dans la vieille ville? Dans la vieille ville, bien sûr. On parle des bâtiments historiques, tout simplement. C'est notre mission. Alors, plus que 300 bâtiments risquent de s'effondrer, même sans tremblement de terre. Alors, je ne sais pas comment scientifiquement ils ont pu résister à 4,5 Richter. Et comme vous le savez, il y a des autres failles qui passent par la mer et une autre à Bekaa. Et nous sommes avec la Syrie une seule région ensemble sur la faille sismique. Alors, on travaille maintenant encore un programme avec Jahouziya. Il y a une ONG qui est présente entre nous aujourd'hui, Milady. On travaille sur Jahouziya, c'est un programme de preparedness. Comment on travaille ensemble avec l'armée libanaise, avec la société civile, avec la municipalité, avec la Croix-Rouge, durant l'urgence. Parce que, comme vous le savez, durant l'urgence, la priorité n'est pas le patrimoine. Et j'ai eu cette expérience durant l'explosion de Beyrouth, quand je demandais au général de l'armée libanaise qu'il faut sauver les restes du bâtiment. Comme ça, on peut le récupérer pour une restauration ultérieure. Il m'a dit, mais il y a des victimes à l'intérieur, c'est ma priorité, ce n'est pas les bâtiments historiques. Alors, malgré qu'il y avait beaucoup de soutien de l'armée libanaise, que je les salue parce qu'ils ont aidé vraiment à protéger la zone sinistrée de Beyrouth,
Et en même temps, on a dans l'armée libanaise maintenant une unité spécialisée dont le général Haïdar maintenant est le responsable, une unité spécialisée pour le sauvetage durant la crise du patrimoine libanais. C'est une chose qui a été bien faite au Liban durant la crise. Merci. Très bien. Ça, c'est donc une nouveauté parce que, comme on en parlait entre nous avant d'arriver ici, quand il y a un tremblement de terre de si grande intensité, évidemment, l'urgence et les priorités sont pour les habitants. Et nous l'avons vu. Tout de suite, il y a eu des équipes de secours à la fois en Turquie, en Syrie, et aussi des équipes que beaucoup de pays ont apportées pour essayer de récupérer, hélas ou non, des personnes qui sont sous les gravats. Et c'est vrai que le patrimoine n'est pas immédiatement la priorité des autorités. Mais là, c'est une information intéressante qui nous permet de voir qu'au Liban, à côté de l'urgence dont s'occupe la Croix-Rouge, il y a cette urgence de la part de l'armée libanaise. Je voudrais demander maintenant à Maya, qui a bien sûr suivi dès les premières heures le tremblement de terre, comment au niveau de Alif, vous avez obtenu les informations concernant le patrimoine dans les deux régions que sont la région de Gaziantep en particulier, que je connais bien parce que je suis allé 2 fois à Gaziantep et c'est une riche ville avec elle a un patrimoine muséal et surtout des mosaïques de très grande importance, et bien sûr la partie syrienne dont Louis va nous parler maintenant et aussi Christa. Maya. Thank you, Mounir. I'm going to answer in English. And the first thing... Je vais répondre en anglais. Au début, on disait ceci, que Alif a de partenaires spéciaux parce que sans ces partenaires, nous ne pourrons rien faire. Et tout le monde est là aujourd'hui dans ce panel représente des organisations qui sont où on parle avec personnellement depuis le premier jour ou des personnes de vos organisations. Et ceci n'est pas seulement lié à la réponse d'Alif, mais à vos réponses ensemble avec nous. On a parlé avec plusieurs organisations et l'une des choses que je voudrais souligner, dans les 2 cas où on a travaillé avec de nouvelles personnes, ils nous ont dit on a perdu, on va vous parler, on a perdu beaucoup. On vous parlerait plus tard. Donc, ils nous ont parlé avant. Je voudrais saluer ceux qui sont sur le terrain en train de travailler sur les fronts parce que notre rôle, c'est de les soutenir et de travailler avec des personnes. Et je dirais ça toujours. C'est grâce à ces personnes. Et donc, il y a des personnes que je voudrais mentionner en nom, Dr Samir Abdulhak, qui était quelqu'un qui nous a appelés avant de pouvoir, dès le début, répondre. Il était plus vite que moi. Il est le premier à nous appeler et il était en train de rassembler des informations et les partager avec tout le monde. Et quelqu'un d'autre aussi. Je voudrais remercier les collègues de l'UNESCO, Michel Chalot, qui est allé à Aleppo et il a partagé avec nous toutes les informations avec tout le monde, avec le permis de l'UNESCO. Mais je pense que je voudrais vous remercier parce que tous les professionnels que nous connaissons au Liban ont montré une solidarité et vous êtes toujours dans le processus de réhabilitation. Mais la solidarité vis-à-vis les Syriens et les Turcs vraiment était exceptionnelle. Comment pouvons-nous aider? C'est ce qu'ils ont essayé de dire, aider les autres. Donc, il y a un grand réseau et s'il y a une chose que je voudrais dire de cette année qui était terrible, c'est vraiment peut-être une année qui n'a pas bien commencé, mais je pense qu'il y a d'optimisme. Il y a une unité exceptionnelle dans notre réponse et c'est une unité exceptionnelle dans nos appels communs.
Et tout le monde vraiment est en train d'essayer de travailler et aider les autres. Donc, je vous remercie tous. Et, oui, il y en a plusieurs dans cette chambre qui nous ont aidés et continuent à nous aider et à travailler avec nous. Merci, Maya. Je peux vous dire que j'ai bien reçu le message hier soir de Dr Samir Abdelhak, qui est l'un de nos experts syriens vraiment exceptionnels et a travaillé dans plusieurs régions. Et il m'a donné des conseils ainsi que l'audience sur les conséquences du tremblement de terre en Syrie. Et en tant qu'architecte et conservateur, il écoute cette session et je pense que nous allons conclure avec des propositions concrètes. Et je sais que l'UNESCO a envoyé à Aleppo une mission. Je voudrais demander ici mon amie Krista si elle peut nous raconter les résultats de cette mission. Oui, merci Mounir. Encore une fois, je voudrais vous saluer de la part de l'UNESCO. Merci Valérie pour cette invitation à rejoindre le panel. C'est important pour l'UNESCO de faire partie ainsi que de contribuer aux efforts communs après une catastrophe humanitaire substantielle, une tragédie. Et il y a des moments où nous devons garder les associations humanitaires travailler. Mais ceci ne veut pas dire qu'on ne commence pas notre engagement dès le début, après donc cette catastrophe et ce désastre. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons établi une collaboration avec UNITAR, qui est un projet satellite qui nous a donné des images sur les patrimoines culturels et sur ceux qui sont sur la liste tentative ou provisoire. Et nous sommes en train de surveiller cette liste en Ukraine. Ceci nous a permis non seulement d'avoir des idées pour faire une bonne évaluation à l'aube du désastre où il n'y a pas accès aux sciences, mais ceci nous a permis de même de vraiment utiliser les sciences pour parfois des raisons politiques, etc. Et donc, ceci est de valeur pour nous tous, pour voir ce qui se passe. Et aussi, en tant qu'organisation non gouvernementale, nous recevons des rapports de nos membres. On a reçu des rapports des autorités syriennes et du gouvernement turc qui a rapporté sur l'impact qui a touché des sites archéologiques anciens. Pour votre question, Mounir, en Syrie, en effet, on a eu l'opportunité de voir une mission technique du bureau de Beyrouth avec quelques consultants, mais aussi d'engager des experts locaux pour savoir ce qui est en train de se passer. Et ils ont cherché des informations sur Aleppo vraiment dévastatrices. Le coq de Chevalier a été touché et c'est un site archéologique. Et il y a peut-être moins dans quelques endroits des dommages en comparant aux autres. Mais quand on parle d'Aleppo, à cause du fait que cette région a fait face à une guerre, je pense que la situation est aujourd'hui aggravée et c'est une nouvelle ligne et couche de crise qui touche cette région. Nous voyons aussi que du fait que beaucoup de gens ont essayé de voyager et de quitter le pays, il y a manque de capacité et aussi une fuite des cerveaux, un exode
nous devons non seulement intervenir pour les structures et pour les bâtiments, mais pour garantir que la communauté locale et les experts qui sont exceptionnels ont la bonne connaissance pour savoir comment nous devons intervenir pour sauver les bâtiments. Merci, Christian. Puisque nous avons déjà entendu que il y a une sorte de vague de séisme qui a touché Chypre et la Grèce. Je voudrais demander à Dr. Angelopoulos, est-ce que vous êtes, puisque vous êtes dans cette partie de la mer Méditerranée, est-ce que vous avez ce sentiment vis-à-vis, vous avez senti ce séisme et en tant qu'architecte et restaurateur et qui travaille dans la gestion d'héritage, de patrimoine, comment est-ce que vous voyez la situation? Et si je peux dire, comme votre collègue a mentionné, l'évaluation, comment aussi procéder maintenant avec la réponse urgente. Merci, Mounir. Est-ce que je peux parler de la région? Au début, la Grèce n'a pas senti ceci beaucoup. Il y a beaucoup de séismes chaque année qui ont lieu. N'oublions pas au début que les régions qui ont été touchées sont des régions qui souffraient il y a beaucoup de temps de crises humanitaires et politiques dans toutes les régions, différents types de crises. Des crises dirigées et, disons, ciblées par la négligence vis-à-vis du patrimoine culturel. Donc, nous parlons de régions qui souffraient il y a longtemps et ceci est un désastre communautaire qui vient pour ajouter aux souffrances des êtres humains là-bas. Et donc, il ne faut pas aussi oublier que nous devons essayer de diviser les régions qui ont fait face à des catastrophes historiques, humanitaires, des régions qui ont beaucoup souffert dans l'espace physique et donc pas de groupes. Il n'existe pas dans ces régions des groupes de sauvetage ou de secours. Et donc, je diviserai ceci en deux zones, zone 1, zone 2. Et donc, il doit y avoir dans la zone 2 une réponse urgente et rapide. Et pour la zone 1, on ne peut pas boire, manger et prendre des ressources du groupe de secours et de la population. Nous devons laisser le temps un peu passer. Et ceci, nous ne devons pas oublier. Troisièmement, je vais parler de la Turquie maintenant. Parce qu'en 2000, j'ai visité la Syrie et il y a longtemps. Donc, ce qui est de la Turquie, et dans cette région, il y a plusieurs projets auxquels on s'est affilié. Malheureusement, un des projets qui a été généreusement financé a fait une documentation en Antakya. Ces documents sont de valeur et utiles, mais aussi il y a eu des développements de savoir pour les architectes. Et malheureusement, ceci peut être très, très positif. Et ici, il y a un projet à Mardin avec des documentations très détaillées à Mardin. Malheureusement, heureusement, Mardin n'a pas trop souffert, mais il y a des projets moins détaillés liés aux sites religieux et ceci va nous donner l'opportunité dont nous avons besoin pour comparer entre les nouvelles données et les anciennes données. Grâce à la société civile, il y a une mobilisation entre eux. À Diyarbakir, il y a donc une considération de ceci rapidement et l'État s'est mobilisé, par exemple,
Ils ont commencé à lancer un atelier sur le renforcement de capacité pour les ingénieurs avec l'Union des ingénieurs. Et ceci va créer et va aider les gens à évaluer les dégâts du côté humanitaire et deuxièmement, pour ce qui est de l'héritage. Et donc, par malchance et par bonne chance, pardon, et il y a beaucoup de personnes qui travailleront sur le terrain. On a perdu beaucoup, mais il y aura des gens sur le terrain et ils pourront évaluer la situation dans plusieurs zones, dans plusieurs endroits. Nous aurons besoin davantage de collaboration pour sentir qu'il y a beaucoup de groupes pour plusieurs grandes zones parce que toute la zone 2 a souffert. Et puis, zone 2 nous aidera à savoir ce dont on a besoin pour intervenir en cartographiant ce que nous avons besoin. Et je pense que ceci sera une expérience horrible. Non, je pense au contraire que c'est une longue tâche. Et on ne peut pas le faire en 2-3 semaines. Maintenant, on peut mettre la vidéo de Mohamed Balchi. Nous pouvons demander à nos collègues techniques de nous montrer donc la vidéo. Et puis, je demanderai à mon ami Ibelman de mettre une vidéo. Vous aurez des témoignages visuels ainsi que vos présentations et documentation par le rapporteur. Oui, je pense que c'est bien de montrer cette présentation. Ils m'ont dit que la vidéo est prête, alors allez-y. Thank you. If you want to... Merci. Comme j'ai dit, c'est près de Manbij, Manbij, où les gens visitent durant les week-ends. Et c'est un espace pique-nique près de la rive. Et donc, j'ai été informée par Michel, l'expert, que le second ennemi sera le changement climatique. S'il y a des précipitations, l'endroit sera, bien sûr, précipitation forte, l'endroit sera très affecté. Et nous avons donc besoin de stabiliser, de protéger cet endroit. Et donc, pour ce qui est de la consolidation des murs, et je pense peut être fait. Je voudrais maintenant demander à Yves de nous montrer des photos de la situation suite au tremblement.
vais parler français. Alors, je ne peux pas encore montrer d'image d'Alep parce que Alep, j'y vais demain, grâce au soutien d'Alif. Donc, l'idée, c'est de refaire un relevé urbain en 3 dimensions de tout le centre historique d'Alep. Mais ça fait déjà 3 semaines avec mon équipe qu'on travaille sur la préparation de cette mission. Et on s'est rendu compte qu'on était aujourd'hui dans une situation très différente d'il y a quelques années pour la réponse aux crises et notamment aux tremblements de terre grâce à le progrès des technologies, notamment des technologies satellites. Et je me souviens donc en 2017, on avait été donc contacté par la Direction générale des antiquités de Syrie, juste après la fin des combats à Alep, pour justement relever le centre historique d'Alep. La première chose à faire, donc à cette époque, c'était vraiment aller sur le site le plus vite possible. Et donc ça, c'est le résultat effectivement de ce travail qu'on a fait sur place et qui a pu aussi alimenter les travaux de l'AKTC, justement les travaux de restauration, et qui nous a montré, moi, en allant sur place, en fait, j'ai été effectivement témoin d'un état complètement désastreux de la ville, des destructions. Et on imagine assez bien. Alors, heureusement, beaucoup de travaux de restauration ont été engagés, et notamment grâce à toute l'équipe de l'AKTC, mais aussi beaucoup de monuments n'ont pas été restaurés. Et quand on voit des structures aussi fragiles que sur cette image, on imagine bien qu'un tremblement de terre qui passe par là vient achever la destruction de dizaines et de dizaines de monuments historiques. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Et c'est pour ça que la direction des Antiquités de Syrie nous rappelle, 6 ans après, pour venir refaire un relevé sur place des destructions qui sont assez dramatiques. Alors, en préparant en fait ce travail avec mon équipe et notamment mon équipe d'ingénieurs, on a compris que l'environnement technologique nous permettait de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Depuis quelques années, on a une quantité assez importante d'images satellites, quasiment quotidiennement. Et on a pu, dès le lendemain du tremblement de terre, avoir accès à des centaines d'images satellites. Et les compagnies, justement, satellites américaines, dans ces cadres-là, en fait, mettent en open access, en fait, ces données. Et donc, il y a un travail juste après la crise qui est très intéressant, qui se fait plutôt dans les communautés open source, on peut voir ici, par exemple, de mise à disposition, donc, de ces données sur le web. Et alors là, il y a une vidéo qui ne veut pas, mais bon, vous voyez un petit peu tout le travail, en fait, des ingénieurs du monde entier qui viennent offrir leur support, leurs compétences pour faciliter l'accès à ces images, pour faciliter l'accès pour les ONG qui sont à la fois en Turquie, en Syrie. Donc nous, on a participé à cet effort, en fait. Nos ingénieurs ont mis en accès libre, en fait, des programmes qui permettaient d'accéder beaucoup plus facilement à une quantité, vous voyez par date, en fait, toutes les images satellites qui ont été classées. Et avec également des données, donc ça c'est l'intensité en fait du tremblement de terre qui a été aussi distribuée de manière complètement libre sur le web, et on s'est aperçu qu'en superposant ces données satellites, en superposant les données du tremblement de terre, en superposant aussi des bases de données de sites archéologiques, on peut très rapidement faire un constat, non plus simplement à l'échelle d'une ville, comme on faisait il y a quelques années, mais à l'échelle de pays entiers. Et donc ça permet en quelques jours, finalement, d'avoir une vision globale de l'impact de ce tremblement de terre sur des centaines et des centaines de sites. Et vous avez mentionné effectivement le travail de l'UNITAR, qui a été important, qui est très vite. Ils ont effectivement... donc ça, c'est les bases de données de sites. Ils ont effectivement mis en ligne les premières analyses qui nous ont permis effectivement de voir ces destructions.
Et donc on voit effectivement, alors la qualité des images satellites permet déjà de voir certaines destructions de grande ampleur, mais ne permet pas de voir des destructions fines. Donc en parallèle aussi, donc, des images de terrain ont été mis donc là par différents spécialistes. Hein. Là c'est donc les antiquités syriennes, qui nous ont permis aussi dans les premiers jours de pouvoir avoir un retour de terrain. Alors bien sûr, entre, disons, le niveau satellite et les photographies terrain, il manque un niveau intermédiaire, qui est effectivement le travail qu'on avait fait, nous, en 2017 de mapping à haute résolution, en fait, de l'ensemble du centre urbain d'Alep. Et c'est pourquoi donc, on a décidé, donc voilà, ça c'est les images qui ont été très vite mis en place, enfin mis en ligne par les archéologues syriens. Et c'est pourquoi on a décidé, enfin, à la demande encore des Syriens, de revenir sur place pour commencer donc une session de training sur effectivement ces nouvelles technologies, en reprenant exactement les mêmes protocoles qu'on a repris en 2017. Et vous mentionnez tout à l'heure effectivement que c'est vraiment intéressant de pouvoir comparer en fait Exactement. deux États, et notamment comparer deux États, ça va être particulièrement important pour voir effectivement en quelle mesure les restaurations ont permis de conserver des monuments. Les monuments qui n'ont pas été restaurés, malheureusement, par manque de fonds, beaucoup ont été détruits. Et donc, on veut faire effectivement ce mapping général en utilisant donc, ces techniques. Alors, on a différentes techniques. Il y a des techniques, effectivement, on voit de perche avec un appareil 360 qui prend des images, mais aussi beaucoup de drones. Alors, toutes ces images sont de 2017. On va les renouveler cette semaine, justement. Qui nous permettent effectivement donc, de voir l'ampleur des destructions. Ces images nous permettent de construire un modèle numérique de la ville assez précis pour voir maison par maison en fait l'impact de ces destructions. Et alors par exemple sur cette partie-là qu'on voit qui est à côté de la mosquée des Omeyyades, on reconnaît donc qui date de 2017, on reconnaît la zone sur laquelle l'UNITAR a fait effectivement des analyses à partir des images satellites. Et ça nous permet d'avoir une lecture beaucoup plus précise en fait de ces images, dès le lendemain ou le surlendemain en fait du tremblement de terre. Donc on a reconstruit effectivement ce modèle d'Alep là de 2017. Ce qu'on a fait également, c'est qu'on a pu récupérer des photos encore antérieures, donc d'avant les combats, d'avant donc les destructions dues à la guerre, grâce à un photographe français qui avait survolé Alep avec un hélicoptère, Yann Arthus Bertrand, qui nous a ouvert son fonds d'archives et qui nous a permis de recréer un modèle 3D donc d'Alep avant la guerre. Donc on va maintenant avoir le troisième niveau, donc malheureusement de pire en pire. On espère qu'un jour on retrouvera dans 10 ans, dans 20 ans peut-être, l'état d'Alep qu'on a connu en 2008 et qu'on a pu la recréer en 3 dimensions grâce à des fonds d'archives d'un photographe qui, à l'origine, avait fait les photos juste pour faire un travail artistique. Tout à fait. Merci Yves pour cette présentation. Et là, je voudrais revenir de nouveau vers Louis, puisque après le assessment, l'état des lieux, de quelle manière au niveau de l'Agacan, vous allez pouvoir intervenir maintenant. Micro. This links very well because Econem en 2017 a conduit ce scanning, ce surveil, et ça a été et sur cette évaluation, on s'est basé pour faire une évaluation complète. Je veux parler de l'effet économique et l'effet financier. Quand on a fait les bases qu'on a dressé la cartologie du terrain, on a calculé
que dans les marges des prix en Syrie, le coût sera 94 millions de dollars. Et maintenant, si on fait la même calculation on, on peut faire une analyse pour simuler quels seraient les dommages d'un séisme sur ce site. Donc, début février, on a travaillé avec la secrétariat d'Alif pour concocter ou pour dresser un plan structurel de Aleppo. Et il faut indiquer les priorités en termes de réponse à ces types de crises. On ne peut pas sauver tout dans ces types de situations. Par exemple, en Syrie, les grands palais dans les parties nord du pays, dans Kodmous et le corps de chevalier, ont subi quelques dommages, mais ils ne posent pas une priorité en termes de reconstruction. À Aleppo, il y a bien des choses à faire. Les citadelles, on connaît d'une façon bien claire. Nous sommes les seuls sur le terrain pour les dernières 4 années. Donc, on a une vision claire de quels sont les besoins et quels sont les coûts des travaux de restauration. J'espère que Valérie, vous n'allez pas croire que je suis indiscret, mais le dimanche soir, j'ai donné à Valérie un grand dossier avec tous les détails, mais ce dossier est toujours très n'est pas extensive et n'est pas approfondie. Il y a aussi des autres éléments liés à l'écologie et à l'environnement qui doivent être ajoutés. Notre ambition est de bâtir ce programme avec Alif, où on peut bénéficier. Nous connaissons tous que la crise est une opportunité. On peut bénéficier des opportunités apportées par la crise, par cette crise, et dans laquelle plusieurs institutions peuvent venir travailler à Aleppo et pour un peu remettre Aleppo à sa normalité ou à son état normal. Donc, peut-être j'ai dépassé le temps qui m'est permis, mais la question peut-être comment pouvoir établir nos priorités, comment trouver les types d'expertise requis, comment les institutions comme Alif et d'autres, comment peuvent-ils faire un fondement ou un financement extra ou un financement supplémentaire sur ce niveau. Isra, j'aimerais que vous commentez sur qu'est-ce qu'il y a à faire et comment le faire. Je sens aussi que il y a un besoin de coordonner, puisque, comme vous le savez, dans des situations d'urgence ou d'émergence, le financement est toujours acheminé par le gouvernement et il y a des financements qui peuvent apporter par le Banque mondiale et aussi l'Union européenne pour faire des évaluations après le conflit, après la crise. Il y a donc il y a aussi des Syriens et des rapports sur la situation en Syrie et en Turquie qui sont en train d'être dressés. Donc,
il faut travailler en parallèle. Donc, il faut mettre des efforts pour s'assurer que on peut tirer de ces rapports les informations qui sont utiles. Donc, l'UNESCO a créé un chapitre sur la culture dans le plan de PDNA. Mais maintenant, on a un chapitre qui examine tous les aspects culturels, non pas seulement les aspects tangibles, mais aussi, et même aussi l'industrie, les tangibles et intangibles, et aussi le coût des dommages, quel est le coût du maintien, de la restauration. Et cette approche doit être inclusive et j'insiste sur l'importance de la coopération pour pouvoir élaborer un plan de travail commun, puisque la PDNA, on peut le discuter dans des forums comme tel et on peut l'utiliser pour encourager le gouvernement à apporter des financements. Donc, mais il faut travailler ensemble, coopération. 3 fois, c'est un peu le mot du jour. Dans cette réunion, il y a bien des adages qui ont été lancés par les experts et par Valérie, puis par Valisa et d'autres collègues. Oui, sur le terrain où on travaille, le plus important est de prendre note de tout, d'apprendre et de prendre en considération toutes ces informations des gens qui ont des informations directes. Il est aussi donc d'analyser ces informations et aussi le rôle des les technologies nouvelles qui qui nous offrent des nouvelles opportunités et des nouvelles dimensions. Et comme on va dire, comme on a entendu de Georgia d'Odessa, qu'il est important de créer une base de données et avec la documentation. Et il faut bien des technologies qui doivent être utilisées pour être comme les bases, pour lancer les bases, pour jeter les bases pour toutes les recherches et pour toutes les études. Aussi, où le côté économique, comme Louise a dit, il a une longue et vaste expérience avec le DCI et le ICOM et maintenant avec Aga Khan. Et nous devons examiner comment et penser comment la conservation peut être mise en place. La population est le centre de tout ça est la population. Et il faut être conscient de donner à la population des possibilités et de préserver leur patrimoine. Dans une crise, une grande crise comme telle, je partage les facteurs de coordination. Nous sommes tous habitués à échanger des informations sur plusieurs places, mais il faut aussi prendre conscience qu'il ne faut pas faire de la duplication quand il y a des réunions avec les donateurs et avec d'autres. Il faut s'assurer que l'implémentation soit mise en place en harmonie et en coordination. Je vous remercie pour votre présence, aussi pour les images que vous avez apportées. Ahmed Balchi et Yves, avec ces images sur le terrain, on ne peut pas se contenter de travailler avec les choses. Il faut aussi les voir et pour pouvoir comprendre dont on a tout ce qu'on a besoin et comment pouvoir œuvrer pour secourir et faire ce que nous devons faire. Merci pour cette participation dans cette session qui prend fin et qui annonce la fin de ce forum. Je vous prends l'occasion de remercier Valérie et de tout le groupe de travail. Ils ont été magnifiques durant tous ces jours. Je crois que ce n'est pas seulement ces 2 jours, mais durant plusieurs jours, ils ont donné des exposés. Ils ont aussi
La qualité du travail qui a été fait durant ces deux journées, comme je viens de le dire en anglais, je crois que ça fait plusieurs jours que nous sommes ensemble. Le deuxième aspect, c'est l'aspect social. Nous avons pu, non seulement pendant les sessions, mais en dehors des sessions. Moi, j'ai eu la chance de connaître l'ambassadrice du Luxembourg auprès de l'UNESCO, et on a pu parler de ce que le Luxembourg a fait. Peu de gens le savent. Quand nous avons travaillé sur Mostar, il y a 2 ponts. Il y a le grand pont qui a été restauré avec l'aide de la Banque mondiale, de l'Italie, de la Croatie, de nombreux pays, la Turquie, etc. Mais il y a un petit pont à Mostar, et c'est le Luxembourg. Et comme j'étais chargé de suivi de cette opération de restauration, j'ai pu remercier directement son Excellence l'ambassadrice du Luxembourg auprès de l'UNESCO. Et je crois que c'est le second élément sur lequel je veux insister, c'est cet aspect de rencontre personnelle avec les différents représentants des pays, les différents représentants des organisations spécialisées. Ça, c'est vraiment un élément fondamental dans notre travail quotidien. Encore une fois, merci et félicitations à Alif pour ce forum.